Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous du dimanche. Alors, cette fois encore, nous sommes en direct sur Facebook. Malheureusement, l'émission n'est pas encore retransmise sur les ondes de Radio Fréquence Atlantique. Nous pensons que ce sera réparé assez rapidement. Donc, aujourd'hui, nous allons suivre le schéma habituel, une actualité nationale, une actualité internationale et un point de déconstruction. En ce qui concerne l'actualité nationale, je vais faire quelques commentaires sur le débat concernant le statut politique de notre pays qui a ressurgi. Et puis, en ce qui concerne la question internationale, nous allons parler d'un hommage rendu à un soldat nazi au Canada. Pour ce qui est de déconstruction, nous allons nous arrêter sur le rôle de la culture dominante, de l'éducation et en particulier de l'école dans le comportement humain, et vous verrez que c'est rattaché à un certain nombre de faits d'actualité. Alors, tout d'abord, concernant la relance du débat sur la question du statut politique. Vous vous souvenez que dimanche prochain, nous avons dénoncé une campagne réactionnaire qui avait été relancée contre l'indépendance de notre pays après l'adoption par la CTM d'une position concernant le créole qui mettait notre langue au même niveau que le français et qui était revenu également sur la question du drapeau rouge vert noir. Donc la montée en puissance du sentiment national martiniquais et le fait que des institutions soient amenées à accompagner cette dynamique-là inquiète évidemment tous les assimilationnistes. Et j'étais monté au créneau pour relancer la fameuse campagne sur le langage que les assimilationnistes craignent tant. Cette semaine, la question a été relancée du fait que Emmanuel Macron, le président des Français, est allé en Corse et qu'il a fait une déclaration à l'Assemblée corse disant qu'il faut poser la question de l'autonomie de la Corse et il demande à l'Assemblée de Corse de préparer un projet qui ouvrirait la porte à une modification de la Constitution française, à l'inscription de la Corse comme entité dans la Constitution. Et Emmanuel Macron même annonce qu'il pourrait s'agir de lois concernant la spéculation immobilière. Alors, évidemment, les nationalistes corses notent que c'est une avancée, une ouverture, et puis les assimilationnistes martiniquais montent au créneau pour dire c'est l'antichambre du langage, si ici on suit ce mouvement-là. Et évidemment, ceux qui sont entre les deux chaises et qui veulent des responsabilités, mais tout en restant dans le cadre de la République française, monte au créneau. Ah, donc c'est possible. Et voilà, c'est ce que nous voulons, des améliorations, mais dans le cadre de la République française. Donc la question revient sur le devant de la scène. C'est l'occasion pour nous de faire un certain nombre de commentaires. Premièrement, c'est qu'on ne peut absolument pas faire confiance à l'État colonial français sur aucune possibilité de donner des pouvoirs réels au peuple martiniquais. Alors cet effet d'annonce concernant la Corse est lié au fait qu'il y a eu une lutte armée en Corse et que jusqu'à présent, il y a des actions radicales quand les continentaux, comme ils les appellent, viennent s'accaparer de terrains, de villas. Donc, ils plastiquent ça et puis un point, c'est tout. Donc, c'est tout près de la France et évidemment, le gouvernement français essaie de concilier les revendications corses avec le maintien dans le statut français, puisque justement, l'île fait partie du continent européen et que la situation n'est pas la même qu'en Kanaki ou que dans les 10 départements d'outre-mer. On voit bien qu'avec la scélératesse, la perversité de l'action du gouvernement français concernant l'autodétermination du peuple kanak et le référendum qui avait donné l'indépendance à Mayotte, que
le gouvernement français ne va respecter aucun droit international concernant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, pas d'illusion de ce point de vue-là. Mais ça nous rappelle aussi que dans la classe politique, il y a une branche de gens qui collaborent avec le pouvoir colonial et qui n'entendent pas permettre l'accession du peuple martiniquais à la pleine souveraineté. Ce ne sont pas seulement les assimilationnistes départementalistes ou bien les sociodémocrates. On se rappelle que c'est bien et le PPM qui avait appelé à un premier moratoire et que ceux qui se présentaient comme des patriotes ont fait une alliance avec les assimilationnistes pour faire un deuxième moratoire quand ils avaient la majorité en disant, bon, contrat de gestion, mais pendant 5 ans, on ne parle pas de la question de l'évolution institutionnelle. Donc, on a cette classe politique-là qui fait le jeu du pouvoir colonial en matière de refus d'accession à la pleine souveraineté. Alors, nous n'irons pas plus loin en commentaire, sauf pour dire que nous rappelons que le gouvernement français, face aux défaites de l'impérialisme en Afrique, est en train d'accélérer la politique de génocide par substitution, mais qu'en plus, avec la complicité des institutions européennes, le gouvernement français a entrepris de saper toutes les bases de développement endogène de la Martinique, notamment en s'attaquant aux revenus des fonctionnaires de la fonction publique, en s'attaquant à l'octroi de mer, accusés d'être responsables de la cherté de la vie, alors que ce sont les monopoles, les marges scandaleuses faites par toutes les entreprises de distribution, par les agences de téléphonie, par l'État même, par le racket fiscal, que, en fait, c'est ça qui explique la vie chère, principalement en Martinique. Donc, voilà ce que je voulais dire rapidement concernant la Martinique, le débat qui revient sur le devant de la scène. Et nous allons parler maintenant de cet hommage rendu à un ancien soldat nazi au Canada. Alors, les médias en ont parlé, bien sûr. Ils en ont parlé pour dire scandale au Canada. Voilà donc que le président du Parlement canadien invite un ancien soldat nazi ukrainien à l'occasion de la visite de Zelensky et qui lui rend hommage en disant, le monsieur s'appelle Yaroslav Yunka, voilà, et il a apporté sa contribution et donc il fait applaudir cet ancien nazi. Alors ce bonhomme, c'est un ancien membre de la Waffen-SS, c'est-à-dire la branche armée des SS, créée en 1939 par Hitler, dont c'est pas la peine de rappeler tous les crimes que ces gens-là ont pu commettre. La branche armée des SS. Et donc, ce monsieur intervient, il est applaudi. Pourquoi la chose vient sur le devant de la scène? C'est parce qu'une association de victimes juives dénonce cet accueil et donc que la presse s'empare de l'événement. Alors évidemment, tout le monde s'excuse, le président du Parlement a même démissionné, le Premier ministre vient s'excuser, oui, voilà, c'est intolérable, pardon aux victimes qui ont souffert, et puis on tourne la page et on passe à une autre actualité. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'aucun journaliste occidental n'a posé les vrais problèmes. Comment se fait-il que cet ancien nazi de la Waffen-SS vive au Canada, ait la double nationalité, il a 98 ans presque, et a tous les droits, libre, etc., et qu'il est invité par le Parlement. Est-ce qu'il y a un seul membre des institutions qui ne connaît pas le passé de ce nazi de la Waffen-SS? Comment se fait-il qu'il est là, qu'il a la double nationalité qu'il vit? Est-ce que le journaliste a posé cette question? Il ne peut pas poser la question, les médias occidentaux, parce qu'il y a tout un pan de l'après-nazisme qui est caché, qui est occulté dans l'histoire. C'est la récupération des nazis
des pires nazis de tous les niveaux, de l'armée, des renseignements généraux, de la recherche scientifique, etc., par les pays occidentaux. Dans l'OTAN, l'Organisation du traité Atlantique Nord, j'ai eu l'occasion de dire ça dans une autre émission, il y a beaucoup de cadres qui sont des anciens dignitaires du régime nazi. On ne parle même pas de tous ceux qui s'étaient réfugiés en Argentine, qui ont leur ville à eux, etc. Mais c'est cette réalité-là. Il faut aussi ajouter que les entreprises, les sociétés, les grandes sociétés allemandes qui avaient collaboré avec le régime nazi, elles sont toujours pignon sur rue en Allemagne et ailleurs. Ils font du commerce. Et donc, poser le problème de ce monsieur-là voudrait dire, mais vous savez que nous sommes là baignés de nazis. Et ce n'est pas un hasard si dans la classe politique majoritaire dans les pays occidentaux, on voit s'infiltrer des néo-nazis un peu partout. C'est pas un hasard si en Ukraine, qui est défendue par l'OTAN aujourd'hui, il y a un régime qui était soutenu et appuyé par des néo-nazis. Alors, il y a une propagande, même dans des émissions de lutte contre les fake news sur les médias occidentaux. Il y a une propagande qui est faite pour dire Poutine, c'est un menteur, il développe l'idée que c'est contre des nazis qui luttent en Ukraine. Il n'y a pas de nazis en Ukraine. Et tous ceux qui, en France ou ailleurs, disent Poutine dénonce les néo-nazis, ce sont des complices de Poutine pour faire de la désinformation. La réalité, c'est qu'en Ukraine, les fondements même et politiques du nazisme n'ont pas été combattus et qu'il y a, à l'heure actuelle, à la tête du gouvernement ukrainien, des gens qui ont collaboré et qui collaborent encore avec des groupes néo-nazis. Donc, je ne serai pas plus long sur cette information-là. Je veux passer directement à la déconstruction parce que c'est une question qui mérite un peu plus de commentaires. J'ai été amené à parler de cela parce que cette semaine, il y a une campagne intense dans tous les médias pour dire que le gouvernement français va s'engager dans la lutte contre le harcèlement scolaire. On sera intraitable. On va prendre les harceleurs, on va les expulser illico presto. On va sanctionner les parents des harceleurs. Et là, on va rassurer les parents. Vous voyez, vos enfants pourront aller à l'école de toute protection parce que nous, l'État, nous nous engageons à combattre le harcèlement scolaire. Cette campagne-là, de mon point de vue, est absolument éhontée parce qu'à aucun moment on ne parle des véritables raisons qui expliquent le développement du harcèlement scolaire et à aucun moment on aborde les véritables solutions qui feraient que le harcèlement scolaire disparaisse des établissements. Alors, allons plus loin que la seule question du harcèlement scolaire, il y a un certain nombre de faits horribles qui ont dominé l'actualité cette semaine, comme par exemple une femme et son conjoint qui tue un bébé de 3 ans après des violences ininterrompues qui duraient depuis plusieurs mois. Et on note dans les commentaires des journalistes que les voisins savaient, personne n'a dit. Une personne a dit, a dénoncé un proche de la famille, envoyé un signalement, l'administration n'a rien fait. Mais bon, on va critiquer l'administration, c'est pas l'objet du débat, mais c'est le fait qu'on est dans une société où des individus sont capables des plus pires barbaries, des pires atrocités. Alors, on peut se cantonner en disant c'est un méchant, c'est un barbare, il faut accélérer la répression, etc. Et puis, ça continuera ad vitam aeternam. Mais on peut aussi réfléchir, comme je le disais pour le harcèlement scolaire, mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui explique que des êtres humains, jeunes, adultes, femmes, etc., soient capables de faire
telles atrocités. On peut même aller plus loin en parlant de ces kamikazes qui sont capables de se mettre une ceinture d'explosifs et de se faire éclater dans un marché ou en plein milieu d'un public civil qui n'a rien à voir avec la lutte qu'ils prétendent défendre. Donc, qu'est-ce qui, dans la tête des gens, se passe? Qu'est-ce qui implique ces comportements? C'est pour ça que je veux parler du rôle de la culture dominante, mais aussi de l'éducation dans le comportement humain. Quand je parle de l'éducation, évidemment, on va s'arrêter sur l'école. Mais il n'y a pas que l'école. Je parle de l'éducation globalement dans le comportement de chaque individu. Alors, pour développer ce thème, je vais me référer à une contribution que j'avais pu présenter dans un colloque organisé par l'Université Antilles-Guyane, c'était Antilles plutôt, le pôle Martinique, en mai 2019, et sur le thème justement de la construction des savoirs scolaires. Et à partir de ça, je montrais la liaison qui peut exister entre le système éducatif, l'école, hein, et puis le comportement des gens. De cette contribution, on parlait de l'impact de l'école sur la société globale, le contrôle que les classes dominantes exercent sur cette société à travers l'école et qui explique beaucoup de comportements négatifs ou positifs et sans que nous le sachions. Et je concluais dans cette communication sur les pistes alternatives qui permettraient aux institutions scolaires d'exercer un rôle réel et positif en matière de progrès social, d'épanouissement humain, individuel et collectif. Alors, au départ, il faut poser une donnée fondamentale. Nous n'en avons pas conscience. Nous idéalisons l'école. J'ai réussi à l'école, j'envoie mes enfants à l'école. Il faut l'école dans toutes les régions écartées. Il y a tant de pourcents d'enfants qui ne vont pas à l'école. L'école est idéalisée comme une forme miraculeuse de gens, de système qui permet aux populations d'accéder au bonheur économique, au bien-être, etc. Cette idéalisation-là est totalement erronée. Elle ne correspond pas au fait. Parce que dès son origine, l'institution scolaire est mise en place par les classes dominantes avec un but unique, ou disons principal, de contrôler tous ceux qui sont à la base. L'essence même de la création de l'école, elle se trouve dans cette volonté de pouvoir de classe dominante de domestiquer les populations. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est cet objectif-là de répandre l'idéologie des classes dominantes et de consolider le système, de garantir la pérennité. C'est ça qui explique. Alors, on va illustrer ça avec quelques exemples. Tiens, on va commencer par la France. Vous connaissez ceux des anciens, cette chanson Nian Nian qui avait fait succès, qui a eu cette idée folle d'inventer l'école, c'est ce sacré Charlemagne. Donc, entre parenthèses, c'est toujours l'idée que toute invention vient de là-bas. Mais bref, cette chanson nous dit que c'est Charlemagne qui a inventé l'école. On passe sur le côté Nian pour dire, mais pourquoi Charlemagne développe-t-il les écoles? Et c'est en 789 qu'il relance l'installation d'écoles dans son royaume. C'est explicitement, il le dit, c'est écrit, pour former les cadres de l'Empire. Et à côté de cela, il y a la création de ces écoles qui sont régies par les abbés qui, on le sait à l'époque, servent fidèlement l'aristocratie et le système dominant. Donc, voilà, l'exemple français nous le dit. Bon, je reviens sur cette histoire de qui a créé l'école là, hein, puisque tout ça, c'est l'aliénation qui nous fait croire que l'Occident a tout fait. C'est en Chine hein, que les premières écoles ont été créées, 3000 ans avant Jésus-Christ. Et Confucius, qui est un peu qui incarne
la pensée du système chinois à l'époque, avait dit il faut permettre l'éducation du plus grand nombre afin de former au mieux les serviteurs de l'État. Donc, on voit bien, l'intention est clairement affichée. Il s'agit de former les serviteurs de l'État. Et dans tous les cas, il s'agit de conforter un système qui est en place. Alors, pour prendre, on peut montrer les exemples dans l'Antiquité, comment les dirigeants qui organisent l'école s'acharnent à maintenir une différence entre les enfants des riches et puis les enfants du peuple, ceux qui sont appliqués, destinés à servir le pouvoir. Par exemple, dans la Grèce antique, seuls les enfants des familles riches avaient droit de recevoir un enseignement après 16 ans. Donc, avant 16 ans, c'est les rudiments, etc. Mais après 16 ans, il faut être enfant d'une famille riche pour pouvoir continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier notamment la rhétorique, la façon de parler, la façon de l'oratoire, en fait. Et pourquoi? Rappelez-vous, l'organe de décision de la Grèce antique, c'était où? C'était qui? C'était justement des gens destinés à parler, à convaincre, etc. Donc, à être capable de faire passer des idées, tout ça. Donc, on réserve aux enfants des riches la possibilité de participer aux organes qui vont décider de la loi. On va dire que c'est la démocratie, hein? C'est la démocratie. Mais enfin, on s'assure que seuls les enfants des riches puissent monter les marches de l'escalier. Alors, pour montrer encore cette volonté de maintenir les classes dominantes dans l'ignorance, on va citer quelques autorités. L'impératrice Catherine de Russie. Qu'est-ce qu'elle dit? Du jour où nos paysans voudraient s'éclairer, ni vous ni moi ne resterons à nos places. L'impératrice Catherine. Si le paysan veut s'éclairer, nous ne pas arrêter là. Prenons la leçon parce qu'elle a raison. C'est notre savoir, c'est nos connaissances qui nous permettront de faire que les pilleurs, les voleurs, les escrocs, les multinationales ne restent plus à leur place. Mais on a parlé de Catherine de Russie, on va parler des éclairés, de la bourgeoisie française qui nous sert de référence. Eh bien, vous connaissez Voltaire. Qu'est-ce qu'il disait? Il est essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Voltaire. Il est essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. L'homme des Lumières, Voltaire, recommandait que les Lumières ne soient limitées qu'aux souverains et à l'élite. Ça veut dire. Alors, parlons de Rousseau, puisque lui, il est quand même plus accepté. Et en pédagogie, on parle beaucoup de l'importance des thèses de Rousseau, hein, qui nous disait il faut respecter l'enfant. Il nous faut absolument faire en sorte que on ne le brime pas. Il faut avoir du respect pour l'enfant quand on l'éduque. Rousseau. Mais qu'est-ce qu'il disait hein? Autre part Rousseau. Le pauvre n'a pas besoin d'éducation. Celle de son état est forcée. Il n'en saurait avoir d'autres. Voilà nos images, nos idoles, nos icônes. Hein? Voilà ce que nous répétons après que nous ayons été endoctrinés par l'État français et ses propagandistes. Et alors, là, on a parlé de l'Europe et tout ça, parlons de chez nous, avec cette citation que chaque Martiniquais devrait avoir en mémoire. Elle vient de Filippo, qui était gouverneur général des îles et terres fermes françaises d'Amérique entre 1970 et 1713, 1710 et 1713. Il déclarait la sûreté des Blancs exige que l'on maintienne les Noirs dans l'ignorance. Jusqu'à présent, c'est ce qui prévaut. Alors, mais en France même, là, on parle pour nous, mais en France même, jusqu'en 1918, il y avait deux écoles très distinctes. Il y avait celle qui concernait les notables, on a parlé des richesses
chez les Grecs, où les enfants suivaient des cours de l'enfance jusqu'au bac, et puis il y avait l'école du peuple, où le maximum, c'était le certificat d'études. Et pour les plus anciens, vous savez que le certificat d'études, ça correspondait savoir lire, écrire, compter, globalement, avoir les bases de nos ancêtres les Gaulois, etc. Donc, il y avait ces deux écoles-là particulièrement bien distinctes en ce qui concerne la France, mais on est obligé d'en parler puisque nous sommes une colonie de la France et c'est le système qui est appliqué ici. Alors, bien sûr, il y a eu des luttes politiques entre les différentes classes. Par exemple, quand la bourgeoisie se battait contre les nobles, ils vont faire en sorte que leurs enfants puissent avoir accès à des espaces que seuls les enfants des aristocrates fréquentaient. Et puis, il y a des socialistes, il y a des gens de gauche qui se battent, qui font que on arrive à avoir l'école gratuite et pour l'ensemble des gens démocratiques. Donc, c'est la démocratisation de l'école. Rappelons encore une fois à ceux qui aiment les idoles qu'on avait posé la question à Jules Ferry si les décisions qu'il prenait pour l'école gratuite et universelle s'appliquaient dans les colonies, et il avait répondu qu'on ne mélange pas les serviettes et les torchons. Donc, allez, ceux qui veulent avoir leurs idoles de l'autre bord, qu'ils continuent. Mais nous comprenons bien que même chez eux, la démocratie dans l'école est imposée par des luttes, mais que de toute façon, ceux qui restent au pouvoir sont encore les représentants de la classe dominante. Et donc, le contenu de l'école, les objectifs de l'école restent au service des classes dominantes. Alors, évidemment, on comprend que dans ce contexte, le génie des peuples ne peut pas se développer, il est muselé, la pensée humaine est entravée. On comprend que des gens qui sont pauvres, alcoolisés, drogués, mais qui n'ont pas de savoir, qui ne comprennent pas les phénomènes, les contradictions qui les blessent, que ces gens-là vont sombrer dans la violence, dans la démence, et que l'école est responsable du fait que la société ne permet pas à ces gens-là de comprendre leur situation et de trouver des moyens pour s'amender, pour sortir de la barbarie. Alors, la conclusion, c'est que on pourra dire ce qu'on veut. Tous les lycéens qui tirent sur leurs camarades, des parents qui doivent agresser des professeurs qui donnent des chocs à des élèves qui ont envoyé une mouche, etc., que tout cela ne va pas disparaître tant que l'école en tant que telle, l'institution ne sera pas arrachée des mains des classes dominantes pour aller entre les mains de gens qui ont un objectif différent, à savoir édifier une société équitable, permettre à ceux qui ont des traumatismes de les surmonter, de se réinsérer dans l'intérêt collectif, etc. Donc, si on n'a pas cette base de travail-là, on pourra dire ce qu'on veut, hein, la société humaine ne pourra s'émanciper qu'à la seule condition que les savoirs scolaires contribuent, je dis contribuent parce que c'est pas le seul endroit où on éduque, au bien-être physique et mental de l'ensemble de la population, au développement de l'esprit critique, de la créativité, au travail pour attiser l'harmonie sociale. Cela ne pourra être fait si l'école n'est pas libérée de la dictature idéologique bourgeoise et de la loi du marché. Combattre la même idéologique, les inégalités quant à la possibilité d'accéder au vrai savoir, c'est indispensable pour toute révolution, pour toute construction de société alternative. Quand on n'a pas mis cette grille-là au départ, il faut qu'il y ait de l'eau pour pas réformer la société. Et les illusions qui doivent tomber doivent concerner particulièrement les populations. Par exemple, il y a des associations de parents d'élèves. Quand les syndicats mènent des grèves contre l'envoi des néotitulaires en France, l'invasion de gens qui ne connaissent pas notre culture pour enseigner dans les maternelles, on a des dirigeants d'associations de parents d'élèves qui disent « Ah non, pour nous,
important, c'est qu'il y ait un maître devant chaque classe. Peu importe le maître, peu importe ce qu'il dit, peu importe si ça décale la mine l'esprit de mes enfants, il y a un maître devant chaque classe. C'est une sottise. C'est un manque de réflexion. C'est un des exemples de sottise, en fait, disons. Mais quand on dit, par exemple, on a des enseignants martiniquais qualifiés, on en voit en laissant leur famille, leurs bébés, leurs parents grabataires dans un lycée difficile que personne ne veut en France, alors qu'il y a des postes disponibles en Martinique, on a des, en fait, je mets entre guillemets, des Martiniquais. Des Martiniquais qui disent, ah, ils savaient ce qu'ils voulaient, ils ont passé un concours national. Alors là c'est une politique de l'autruche qui est clairement développée. Mais en fait, c'est pas là seulement parce que c'est l'idée générale. Les professeurs. Alors pourquoi on a des problèmes dans l'école? C'est parce que les parents ont démissionné. C'est pas parce que les parents n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants, le niveau pour régler les contradictions, etc., etc. C'est parce qu'ils ont démissionné. Les parents, si mes enfants ne réussissent pas, c'est parce que les maîtres ne font pas leur travail, ils ont pas tout ça. Ça veut dire qu'on est rentré dans un cycle de division, comme j'ai dit, des sottises. C'est pas pour culpabiliser, c'est pour dire que c'est pas valable, qui sont le fruit d'aliénation. Et que quand on n'aura pas compris cela, on ne pourra pas régler les problèmes. On cherche des boucs émissaires et on évite de poser les véritables problèmes. Les véritables problèmes, on l'a déjà dit, c'est la mainmise de l'idéologie bourgeoise sur le contenu. Et comme il y a des contestations, comme il y a des professeurs qui font autre chose, comme il y a des idées qui circulent dans la population pour dénoncer les manquements, il y a une offensive qui est faite pour cadenasser l'école. Des gens sont très contents de dire que des multimilliardaires qui ont semé du chlordécone, qui nous assassinent avec des prix abusifs dans les hypermarchés, eh bien, non, mais c'est très bien. Ils viennent à l'université, ils donnent un petit peu d'argent et ils forment quelques enfants qu'ils vont embaucher après. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on est content de voir que la classe dominante qui pourrit notre peuple investit dans l'université pour contrôler notre intelligentsia. L'argent. L'argent. Et puis, il n'y a pas que ça. Vous voyez dans les écoles, là, cette semaine, dans les médias, on a parlé de belles initiatives. L'entreprise rentre à l'école. On vient, on explique. J'avais déjà eu l'occasion de parler de ça dans mon émission. Et on apprend aux enfants à être entrepreneurs. La compétitivité. Il faut savoir se faire. À des enfants de maternelle, on apprend à créer, pas maternelle, de primaire, on apprend à créer leur entreprise. Il n'y a pas qu'à apprendre à former coopérative. Il n'y a qu'à apprendre à faire. L'illusion que je serai auto-entrepreneur, je serai mon maître. Et évidemment, un maître qui va échouer au bout de 2 ans, comme des milliers d'entreprises, parce que fiscalité ne connaît pas, et concurrence déloyale des grandes surfaces ne connaît pas, etc. L'école t'apprend que c'est là la solution. Donc, il faut comprendre qu'il y a cette domination idéologique qu'il faut combattre. Et puis, il faut comprendre aussi qu'il faut combattre le gouvernement qui est au service des multinationales et de la classe bourgeoisie, puisqu'ils sabotent les services publics. Il n'y a pas qu'à mettre professeur, il n'y a pas qu'à mettre infirmière, il n'y a pas qu'à rendre papier pour photocopier. Non, ils sabotent l'éducation nationale pour que ça qui dit l'argent aille à l'école privée, et puis ça qui dit donc à faire coyoper, qu'à goumer, qu'à prendre coup de couteau, qu'à raqueter, etc. Ils sont de la situation de pourriture, de la dégradation sociale que cela entraîne, mais ils sabotent les services publics parce que c'est pas là qu'ils vont attraper des fidèles serviteurs. Il faut qu'ils orientent les enfants de ceux qui peuvent dans les écoles privées qu'ils contrôlent et qu'ils puissent utiliser comme relais dans la domination du pays. Mais ils ont mis en place l'éducation sexuelle. Alors, on y arrive. Bon, alors, il y a cette affaire-là et il nous faut comprendre que combattre le système, c'est proposer autre chose. Proposer autre chose, ce n'est pas seulement, et c'est très, très bien, il faut applaudir ça, le travail que font
un certain nombre d'individus, d'hommes et de femmes, qui produisent des outils pédagogiques alternatifs, qui vraiment ont des méthodes d'expérimenter des choses. C'est absolument indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est une goutte d'eau dans l'océan de la propagande et du contrôle par les classes dominantes. Il faut un projet alternatif. Il faut construire globalement des savoirs scolaires nécessaires et indispensables pour que tous les enfants réussissent, progressent dans l'intérêt de la société. Donc, il faut entrer en contradiction avec le système. Et il y a des gens qui disent, ça fait partie des idées fausses à combattre, c'est la septième qui a fait le lycée par marcher. C'est ces mères qui a fait l'école primaire par marcher, etc., etc. Une fois pour toutes, il faut comprendre que les collectivités locales ont la gestion des meubles, des immeubles, pas plus. Ils n'ont aucun pouvoir sur le contenu des programmes, les méthodes pédagogiques. Ils peuvent faire une suggestion, ils peuvent faire un partenariat avec une école pour une petite action, mais quant au système global, les collectivités locales n'ont aucun moyen pour réformer l'école. Le travail qu'ils faisaient pour construire les lycées, les collèges, sera de plus en plus difficile parce que l'État détruit les finances des collectivités locales. Ah, on me dit là, on a un flambant lycée. Je vous ai rappelé l'autre fois, dimanche dernier, qui sera dans ce lycée-là dans 10 ans? Pour qui est construit ce lycée-là? Puisqu'on dépeuple la population, puisqu'on envoie nos enseignants outside. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas le problème des collectivités locales. Le problème des élus politiques qui gèrent les collectivités locales est posé. Est-ce que vous continuez à faire semblant? Est-ce que vous continuez à lisser pour des aménagements ou bien est-ce que vous vous mettez à côté de votre peuple pour dire nous les en l'école qui t'a nous? Nous les en contenu qui t'a nous. Nous les décider de ça qui vont perpétuer nous. On revient à la question du statut dont on a parlé au début. Mais on laisse sur la question des collectivités locales pour dire que c'est le pouvoir politique et la possibilité que nous décidions de ce que nous voulons. Alors, on me rappelait le débat qu'il y a sur la question de l'éducation sexuelle. On veut faire quoi? Qu'il y a des progressistes qui veulent défendre les droits des femmes, les libertés individuelles, et puis des vieux réactionnaires qui se cachent derrière des morales pour ne pas permettre à la société de développer. Mais tout ça, ça fait partie de la propagande des classes dominantes pour pervertir et détruire le peuple. Une première question à poser. Une question comme celle-là est éminemment essentielle pour tout être humain qui est dans Martinique. On a des idées religieuses, on a des problèmes de gestion des conflits adultes et enfants, on a des problèmes de gestion des contradictions enseignants-jeunes. Une question comme ça qui concerne la liberté individuelle, la possibilité d'utiliser son corps en bien ou en mal, comment admettre que ce soit de technocrates parisiens qui décident de voilà ce qu'on fera dans les écoles, dans toutes les écoles de France, de Navarre et des colonies. On est en République, on est en démocratie. La moindre des choses, ou du moins la chose essentielle, serait qu'en amont, les pédopsychiatres, les enseignants, tous ceux qui ont un rôle dans l'éducation et les parents soient consultés pour mettre en œuvre un programme pour dire il faut faire ça. Voilà mon expérience, parce que le fils du ministre, là, ou la fille du ministre, elle n'a même absolument pas les mêmes contraintes que la jeune fille de 13 ans qui vit à Volga, ou que le jeune de 17 ans qui joue. Ils ont des environnements différents, des agressions différentes. Bref, il faudrait et il faudra que les Martiniquais, parents, enseignants, s'asseyent et disent voilà ce que nous allons décider en matière d'éducation aux relations entre les hommes et les femmes. Pas sexuelles, ça c'est un aspect.
Mais quand nous voyons comment faire en sorte que les gens aient des relations respectueuses, harmonieuses, en fonction de notre environnement, ça ne peut pas partir de deux ou trois technocrates souvent corrompus du pouvoir colonial. On a besoin d'avoir fait l'ENA, comme dirait un assimilationniste, pour pouvoir savoir qu'il n'est pas bon et qu'il nous faut avoir un pouvoir politique. Les gens qui parlent de l'indépendance comme on va mourir. L'indépendance, c'est ça. Mani doit dire qui ça manque à mettre dans l'école pays, qui partenariat manque à faire, et puis les universités de West Indies, etc. C'est ça le pouvoir politique. Comment pourrons-nous régler les problèmes de comportement humain, et notamment ceux de notre jeunesse, si nous n'avons pas ce pouvoir-là? Si nous n'avons pas le pouvoir d'interdire que les médias développent une culture bestialisée, malpropre, que des jeux vidéo déstructurent la psyché, enfin, disons, de nos enfants, pour que nous ayons un pouvoir politique. Donc, ça va rentrer ici. Il y a qu'à pleurer parce que la Chine a dit, je coupe les Internet à partir de 22 heures pour les jeunes, pour qu'ils fassent leur travail. C'est du fascisme. Est-ce que c'est plus fasciste que ces systèmes qui contrôlent l'industrie de la pornographie et du sexe, et puis qui livrent à nos enfants depuis le plus jeune âge toutes sortes de mauvaises directions qui détruisent leur conception des rapports entre les individus. Donc, il faut le pouvoir politique. Alors, quand je dis ça, je vais arriver à la fin. Il n'est pas question d'attendre que nous ayons le pouvoir pour commencer à changer les choses. Dès aujourd'hui, nous avons toute une marge de manœuvre. Mais dès aujourd'hui aussi, nous devons commencer à édifier le socle de l'éducation qui doit être transmise à nos enfants pour que tous puissent aller de l'avant. Alors, je cite quelques pistes à tous les enseignants, à tous les parents. Je fais la proposition d'y réfléchir. Les pistes pour reconstruire les savoirs scolaires. Premièrement, accorder un statut égal aux savoirs académiques qui sont enseignés dans les écoles et aux savoirs populaires. Pour tout ce qui est réponse économique, environnementale, l'écologie, etc., si on ne met pas sur le même pied savoir académique synthétisé par des élites et savoir populaire, on ne va pas régler les problèmes. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'établir, d'abolir vraiment la séparation, la hiérarchisation qui est établie entre travail intellectuel et travail manuel. On aura tout faux. Le bonhomme qui croit, parce qu'il a 2 diplômes de sociologie, que c'est lui qui devra guider la révolution martiniquaise, n'a rien compris. Il n'a rien compris. Le savoir manuel donne des connaissances. Le diplôme de la vie montre que quand on va labourer le terrain de gâchette, il est nécessaire qu'on ait l'ingénieur qui dise qu'on va faire comme ça, mais que si le paysan local n'est pas là pour dire il y a un sous de l'eau qui a passé en bail, là on finit ça tout est coupé, on ne va pas régler les problèmes. Il faut donc associer les savoirs académiques aux savoirs populaires et abolir la hiérarchie entre intellectuels, mon diplôme, m'en peut parler par l'intil, pardon, m'en peut parler, et puis, m'en pas dit diplôme, faut qu'on fasse mes bouches. Non, ces deux dynamiques-là doivent se rejoindre sur un pied d'égalité. Il ne s'agit pas de stigmatiser le savoir intellectuel pour pouvoir aller de là. Ensuite, il faut réorganiser les disciplines. Ceux qui étudient l'histoire de l'enseignement savent que le contenu est déterminé par la société de l'époque. À l'époque de la bourgeoisie où on réunit des connaissances scientifiques, mais c'est ce qui est important, c'est de collecter, d'apprendre par cœur, etc. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, le savoir dont on a besoin, c'est pas celui-là.
c'est un savoir qui va nous permettre à chaque enfant, depuis le plus jeune âge, de comprendre les questions écologiques, sociologiques, etc. Et les programmes devraient, dès le départ, dès le plus jeune âge, avoir comme discipline à enseigner l'écologie, la psychologie, la sociologie, l'économie, la sécurité civile, prévention et secourisme, et tout cela constituant le tronc commun. C'est ça qu'il faut apprendre aux gens. Parce que quand ils ont ça, ils peuvent comprendre le monde. Alors on me dira, oui, quand il parlait d'économie en maternelle, oui, exactement, comme on parle de maths en maternelle. 1 plus 1 égale 2. À chaque tranche correspond son niveau. Mais il faut que ce tronc commun-là soit la base. Et alors, les matières fondamentales dites, fondamentales de lecture, mathématiques, histoire, géographie, se retrouvent dans toutes ces disciplines-là comme support. Et c'est à partir des objectifs de ces disciplines-là qu'on modèle le contenu de l'enseignement en mathématiques. Par exemple, en calcul du temps de la bourgeoisie, on apprenait les coûts de revient, bénéfices, etc. Plus, enfin, c'est sous ça, vous verrez. Maintenant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut, je n'irai pas plus loin parce que c'est délicat. L'important est de comprendre que l'éducation, la constitution du caractère, du mental, des objectifs culturels, ça ne passe pas seulement par l'école. L'école, c'est un des éléments, mais il faut comprendre que l'école est née très... On a parlé de 3000 avant Jésus-Christ, mais l'homme a des dizaines de milliers d'existences. Donc, il faut comprendre que dans l'histoire de l'humanité, l'école n'est pas le lieu privilégié. Surtout aujourd'hui, où ce sont les médias, télévision, jeux vidéo, clips, etc., qui façonnent l'esprit des enfants. Et donc, si on veut contribuer à la réussite de tous les enfants dans la scolarité, c'est parce qu'il faut développer une maîtrise éclairée des programmes qui sont imposés par les autorités académiques, sans que nous ne sommes pas indépendants, mais surtout permettre aux enfants de toutes les conditions, aujourd'hui comme demain, à accéder à tout le vrai savoir, à ce savoir qui est caché, tronqué, déformé par l'éducation nationale française, mais qui est indispensable à un véritable épanouissement. Donc, il s'agit de dispenser des savoirs alternatifs dès aujourd'hui, hein, ne pas se soumettre au dictat de la hiérarchie des inquisiteurs du rectorat, au dictat des examens, aux horaires et au calendrier définis par l'école française, hein, mais c'est surtout, et je disais donc, il ne s'agit pas d'adapter les programmes français, non, ce rattrapage-là est impossible, et il ne s'agit pas d'insérer les gens à la connaissance de la République, de ses idéaux, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de montrer à chaque enfant qu'il doit être acteur d'un monde nouveau et dans lequel l'épanouissement individuel et collectif sera possible. Alors, en termes de conclusion, je veux dire qu'on aura l'occasion de revenir sur cela, mais que pour répondre à ces conditions-là, il y a des espaces. Et notamment au plan politique, nous suggérons que tous ceux qui partagent ces idéaux-là travaillent au sein des comités populaires ou encore au sein de l'administration alternative populaire qui est en train de se mettre en place pour produire les matériaux, pour mutualiser les expériences et pour préparer notre souveraineté future. Merci de votre attention et excusez-moi d'avoir été un peu plus long aujourd'hui. Le temps de mettre notre petit jingle et nous allons nous séparer.